Bonjour Marie-Ève, bienvenue à ce webinaire présenté par Relance humaine en petite nation, organisé par Relance Papineau ainsi que ses partenaires, la SEDC, le Service Québec, notre ami la Chambre de commerce. On va commencer sous peu. Juste avant aussi, on a notre partenaire qui est la MRC de Papineau. Il va y avoir une petite vidéo qui va durer un petit 2 minutes. La MRC, en fait, est un guichet de service pour les entrepreneurs. Donc, José, Marie-Ève, la partie, on ne sait pas c'est qui, peuvent pouvoir en bénéficier. Donc, je vais commencer ça à l'instant. Bonjour, mon nom est Audrey-Anne Lauzon. Je suis Katia Perrier. Nous sommes les conseillères aux entreprises à la MRC de Papineau. J'ai une formation en comptabilité et en gestion et plus de 10 années d'expérience sur le terrain en tant qu'adjointe administrative. Donc, ça me permet de comprendre les enjeux des entrepreneurs et de pouvoir les accompagner avec ma spécialité en comptabilité et en finance. Mon expérience pour accompagner les entrepreneurs, c'est vraiment au niveau du commerce électronique et du marketing. J'ai une technique en gestion de commerce, un bac en administration des affaires et 2 petites entreprises en mode éco-responsable. Le programme Action Entreprise Québec a été coordonné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il a permis d'engager 2 nouvelles ressources à la MRC pour accompagner et soutenir les entreprises du territoire. C'est sur une durée de 5 ans. Les 2 conseillères Action Entreprise Québec sont sur le territoire pour vous aider autant au niveau du développement, du démarrage que de la croissance de votre entreprise. Nos objectifs, c'est de connaître la réalité et les enjeux de nos entreprises sur le territoire de Papineau et de se déplacer directement en entreprise afin d'échanger avec eux et de stimuler la création de projets. On est aussi là pour vous accompagner, vous informer et vous soutenir à travers toutes les démarches de vos projets d'affaires, du financement, des études de marché ou du plan d'affaires. On est consciente que c'est vraiment facile de se perdre parmi tous les programmes qui sont offerts. L'avantage de faire appel à nous, c'est qu'on est là pour vous simplifier la vie et avec notre équipe complète à la MRC, on est là pour vous guider dans vos démarches. Vous avez des questions ou un projet d'affaires? N'hésitez pas à communiquer avec nous. On aime bien dire qu'on est des créatrices d'opportunités. Donc, c'était la petite vidéo de la MRC. Katia et Audrey-Anne sont vraiment agréables à parler avec. Quand ils disent qu'ils sont des créatrices d'opportunités, c'est pas juste pour la MRC, c'est vraiment pour toute la région. Parce que si jamais eux, ils peuvent pas vous aider, en fait, ils vont référer aux organismes, aux entreprises qui peuvent le faire. On va poursuivre avec la présentation d'aujourd'hui, donc l'attraction et la rétention des millénarios avec Mélissa Bergeron, qui est la directrice générale de la SEDC Papineau-Colline. Bien, bonjour à vous deux. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour aborder l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre et surtout la jeune main-d'œuvre. Donc, j'ai une courte présentation. Pierre-Yvan m'avait donné 30 minutes maximum. Vous allez voir, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de stock, mais prenez pas de notes. Je vais vous transmettre la présentation et tout le contenu qu'elle contient. Je vais y aller quand même rapidement. Puis, si vous voulez prendre des notes, prenez vos questions en notes. Ça va me faire plaisir. Là, s'il y a des thématiques que vous voulez qu'on aborde davantage, qu'on discute, par la suite, on pourrait prendre le temps de le faire. Alors, je vais vous partager ma présentation. Et voilà. Alors, je vous propose aujourd'hui un tour d'horizon. Donc, c'est un tour d'horizon qui est basé sur plusieurs études qu'on a fait à la SADC. On a fait une analyse de l'enjeu, de la rareté de main-d'œuvre on constate que c'est le plus grand enjeu de nos entreprises sur le territoire. Et donc, on a fait nos devoirs. Puis là, je me disais, j'ai appris tout ça maintenant, là, il faut que je partage cette connaissance-là. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous partager un peu les notions que j'ai apprises en faisant toutes mes recherches. Et j'ai essayé de les simplifier pour que ça soit concret et cohérent, facile et simple pour vous de les appliquer par la suite. Donc, je fais une petite proposition d'ordre du jour. Ça va être très simple, des trucs, des astuces, des stratégies simples et concrètes que vous pourrez appliquer dans votre petite entreprise.
Avant de commencer, je voulais vous dire un petit avertissement. Vous allez voir, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place. Il y en a plusieurs, un bon nombre, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre en application. Je vous conseille vraiment de cibler le type d'employé que vous recherchez et à partir de cette cible-là, de cet objectif-là, ben, définir vraiment vos objectifs ou les stratégies qui vont permettre d'attirer votre cible comme employé. Donc, n'ayez crainte, ça sera pas réaliste de mettre tout ça en place, mais ça vous donne un bon inventaire, puis vous allez pouvoir choisir lesquelles des stratégies que je vais vous présenter est réaliste de mettre en place dans votre entreprise. Alors, avant de débuter, je voulais vous dire qu'il y a plusieurs solutions qui existent pour attirer et retenir la main-d'œuvre. Je voulais vous faire un rapide tour de piste ou tour d'horizon d'abord. C'est sûr que la clientèle immigrante est une solution pour combler certains postes, pour certaines entreprises, et il y a beaucoup d'organismes qui peuvent vous aider à le faire. Je nomme entre autres le CITO, avec qui on travaille souvent. Le CITO, c'est le Service d'intégration au travail Outaouais. Ils ont une banque de candidats très qualifiés provenant de l'immigration, puis le CITO est là pour faciliter l'intégration de ces employés-là dans vos entreprises. Il y a le ministère aussi de l'immigration qui offre beaucoup de services aux employeurs et ça de tout à fait gratuitement. Ils ont une banque d'employés. Et il y a le CJEP, le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau, qui peut vous aider avec la clientèle immigrante à combler des postes. Il y a aussi des retraités, des personnes qui ont pris leur retraite, mais qui ont le goût de revenir quand même pour un certain nombre d'heures sur le marché du travail. C'est une clientèle qui n'a pas à négliger parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et il y a aussi les personnes avec des limitations. Il y a des gens très qualifiés aussi qui peuvent vraiment vous aider à des fois combler des postes. Donc, c'est à ne pas oublier. Bien sûr, il y a des solutions. C'est sûr que si on bonifierait l'offre de logement sur notre territoire, ça l'aiderait aux gens à venir davantage s'établir et à être disponibles pour combler les postes. Puis il y a l'offre de transport collectif aussi qui peut bonifier les stratégies pour attirer puis retenir les gens. Si les gens ont un transport, souvent c'est un enjeu qu'on entend. Mais pour les entreprises, le bassin de travailleurs qui va être en plus grand nombre dans les prochaines années, ça va être les millénarios. Par contre, comme je vais vous exposer, je pense, en tout cas, puis j'imagine que il faut adapter et mettre à jour nos pratiques d'affaires parce que ces millénarios-là nous amènent beaucoup à évoluer puis à voir autrement le recrutement, comment il se passait dans les dernières années. Pour vous, une prémisse un peu pour vous parler des jeunes travailleurs, sachez que dans les dernières années, le rapport de force a changé. Avant, les employeurs avaient beaucoup de choix, beaucoup de main-d'œuvre, ils pouvaient choisir des employés. Puis maintenant, c'est les employés qui peuvent choisir à quel endroit ils veulent travailler parce qu'il y a beaucoup de disponibilité. Puis, un autre élément, sachez que cette génération-là, elle n'est pas folle. Elle est au courant que c'est l'employeur, dans le fond, qui dépend davantage de leur travail et non l'inverse. Donc, ils estiment être en mesure d'établir leurs conditions de travail, celles qu'ils recherchent, les conditions qu'ils recherchent. Et donc, une des conditions qu'ils recherchent beaucoup, vous allez le voir à travers ma présentation, c'est la flexibilité. Puis on va voir qu'est-ce que ça peut représenter, la flexibilité. Qui sont-ils, ces millénarios-là? Alors, sachez qu'ils sont âgés entre 25 et 40 ans. Donc, c'est des jeunes souvent qui ont terminé leurs études universitaires ou peut-être pas, ou sur le point de terminer, ou des gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui sont déjà un emploi, mais qui sont ouverts là, à trouver un meilleur emploi ou un meilleur défi. C'est des gens qui ont un désir fort d'avoir un sens à leur travail et de créer un impact. Donc, la volonté de se lever à tous les jours pour vraiment avoir un impact, autant dans leur communauté qu'auprès dans leur entreprise. C'est des gens aussi qui favorisent des entreprises qui ont des pratiques éco-responsables et qui s'engagent envers leur communauté. Ils ont cette sensibilité-là pour laquelle la plupart, ils accrochent quand ils voient une entreprise qui a
ces pratiques-là, ce type de pratiques-là, parce que 90% d'entre eux considèrent que la protection de l'environnement est importante pour le futur. Et bien sûr, ils ont le désir d'utiliser les technologies dans leur travail parce qu'ils sont nés avec la technologie. Ils l'ont assimilée très rapidement, puis ils ne voient pas leur travail autrement qu'en utilisant un cellulaire, un ordinateur ou un logiciel. Ils sont des grands voyageurs. 31%, c'est quand même beaucoup d'entre eux ont séjourné à l'extérieur du pays pendant au moins trois mois au cours de leur vie. Donc, c'est des gens qui vont voir ailleurs, qui vont voir d'autres situations à travers le pays. Et c'est des futurs entrepreneurs. C'est des gens qui ont le sens de l'entrepreneuriat développé. 31% d'entre eux pensent sérieusement à se lancer en affaires. C'est juste pour vous dire, c'est quand même un bon pourcentage. 72% souhaitent un équilibre, bien sûr. On entend beaucoup parler entre leur travail et leur vie personnelle. Et 49% d'entre eux considèrent l'alimentation comme étant très importante. Donc, les services de proximité ou l'approvisionnement local, c'est important pour ces jeunes-là. Dans l'acétate plus haut, je disais, c'est des jeunes travailleurs qui sont très informés. Hein. Ils sont sur les médias sociaux, donc ils sont à la recherche de transparence. Un employeur qui diffuse quelque chose, mais qui a un discours différent, ils vont le remarquer, ils vont perdre des points à ce moment-là parce qu'ils magasinent leur employeur. Ils ont beaucoup d'offres, donc ils peuvent choisir. Et pour les garder plus longtemps possible, une des solutions que je vous amène comme ça, c'est le management participatif. C'est vraiment de les amener à collaborer, soit dans la prise de décision ou à travers là, comment on développe l'entreprise. Tout ça, c'est des gens qui aiment bien s'impliquer aussi. On fait un constat que le salaire, la stabilité d'emploi et les avantages sociaux sont les traditionnelles conditions de travail qui ont de l'importance encore aujourd'hui pour ces jeunes-là. Par contre, s'ils ont moins de poids qu'ils avaient dans le temps, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent peut-être retrouver les mêmes conditions dans une entreprise similaire ou une entreprise voisine. Donc, c'est important de réfléchir à comment on peut se démarquer autrement que par seulement le salaire, la stabilité d'emploi et les avantages sociaux. Je vais passer rapidement sur les pratiques essentielles qui, selon nous, sont un peu la base. J'en ai 7. Je vais vous donner aussi des trucs et astuces par rapport à celles-ci. Une mission inspirante, j'espère que, en tout cas, l'important d'avoir une mission dans son entreprise, elle est essentielle, mais que cette mission-là soit inspirante, c'est un élément encore plus important pour les millénarios. Donc, il faut être capable d'interpeller un peu les jeunes travailleurs avec cette mission-là. Vous savez qu'une mission, je vous mets un peu de contenu, là, c'est dire en une phrase qu'est-ce que l'entreprise fait, le quoi, le qui et le pourquoi. Et vous pouvez aussi développer votre vision, ce qui est super important aussi. Une vision, c'est ce qui donne un peu où l'entreprise veut se situer dans 5 ans. Puis cette mission-là est importante parce qu'elle va développer un sentiment d'appartenance envers votre entreprise. Donc, les employés vont être fiers de travailler chez vous parce que votre mission va être inspirante et ils vont pouvoir contribuer à un objectif noble, c'est-à-dire votre mission de réaliser concrètement la production de votre produit ou l'offre de votre service. Je vais vous donner un exemple d'une petite entreprise, c'est la Savonnerie des Diligences qui est à Eastman. Sa mission, c'est dans une conscience globale, la savonnerie s'engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. Donc, on voit un peu dans quel carré de sable la savonnerie joue, où elle se situe dans une conscience globale, donc une conscience allumée, hein, présente. Puis, qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est qu'ils créent et fabriquent des produits naturels de qualité. Et un des aspects aussi un peu inspirants, c'est toujours en se souciant des gens et de l'environnement.
Sa vision, où elle se voit dans 5 ans, ou ce qu'elle tend à atteindre, c'est atteindre le meilleur équilibre entre une expérience employée exceptionnelle et la rentabilité. Donc, on peut percevoir que c'est 2 éléments clés de leur stratégie dans le respect de nos valeurs. Et je ne vous ai pas mis leurs valeurs, mais on va en parler bientôt. Les valeurs organisationnelles sont hyper importantes à déterminer dans votre entreprise. On n'en demande pas 12, on peut en trouver 3 valeurs clés. Ils sont importants parce qu'ils sont importants à communiquer autant à l'intérieur de votre entreprise auprès de vos employés, à communiquer auprès de votre clientèle et auprès des futurs employés que vous souhaitez rejoindre. Parce que les futurs travailleurs vont essayer de voir si leurs valeurs personnelles sont compatibles avec les valeurs de l'organisation. Je vous ai mis un petit carré que vous allez pouvoir lire là, pour savoir trucs et astuces, comment trouver ces valeurs-là, vos valeurs organisationnelles, les valeurs de votre entreprise, comment les déterminer, comment les cibler. Il y a un petit peu de contenu que vous allez pouvoir bénéficier pour si vous ne l'avez pas déjà fait. Une culture centrée sur les employés parce que vous savez, ça, c'est une pratique essentielle. Vous savez que sans vos employés, il n'y a pas d'entreprise. Donc, les employés sont au cœur de votre entreprise. C'est eux qui vous permettent de réaliser et de mener le développement de votre entreprise. Donc, il faut leur démontrer autant auprès de vos employés actuels que vos futurs employés que c'est votre priorité comme patron ou comme entrepreneur. Et pour ça, c'est des petits trucs, c'est vraiment d'être disponible à l'écoute, ouvert à leurs idées, à l'écoute de leurs besoins. Il faut interpréter tout ça, puis surtout agir, parce qu'on aura beau écouter, mais si on n'agit pas, les employés ne verront pas le concret de toute cette belle écoute-là. Et ça demande bien sûr de l'ouverture d'esprit et de la flexibilité. Donc, il ne faut pas rester dans un carcan solide, il faut être capable de voir en dehors de la boîte. C'est bien aussi une pratique essentielle selon les études, c'est d'avoir une marque employeur cohérente. Alors, pourquoi cohérente? Bien, tout d'abord, qu'est-ce qu'une marque employeur? Une marque d'employeur, c'est un ensemble de mesures que vous allez implanter dans votre entreprise et qui va permettre à votre entreprise de rayonner en tant qu'employeur autant auprès de vos employés actuels que de vos futurs candidats. Donc, ces mesures-là, on va en voir quelques-unes tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 15, mais il faut cibler qu'est-ce qui fait que vous êtes le meilleur des employeurs de votre municipalité ou de votre région. Pourquoi on devrait aller travailler chez vous? Donc, c'est vraiment un pitch, un ensemble de mesures qui va être pitché, qui va être présent dans vos communications. C'est des éléments d'attractivité, autant à l'interne. Pourquoi vos employés sont toujours avec vous? Pourquoi ils aiment travailler chez vous? Ils ont la réponse. Ils ont les réponses à cette question. Et ensuite, il faut la communiquer, cette marque employeur-là, faire du marketing avec ça auprès de vos employés à l'interne et à l'externe. Et bien sûr, on doit l'adapter au fil du temps parce que les enjeux changent. Les besoins aussi des employés changent. Une pratique essentielle aussi, c'est de réfléchir à comment la technologie peut être insérée dans vos pratiques d'affaires. Et puis là, il y a toutes sortes d'exemples, il y a des petites choses simples qui peuvent être souvent pensées. Il faut juste prendre le temps de faire un diagnostic tout d'abord de ce qu'on utilise, puis penser que la technologie, c'est pas là pour compliquer les choses. Au contraire, c'est là pour simplifier et vous faire gagner du temps et de l'efficacité. Donc, quelle technologie peut être à votre service? Ça peut être, quand on parle de technologie, on peut penser à des logiciels comptables, on peut penser à un site web qui vous permet de prendre des réservations. Ça peut être des applications sur le cellulaire. Vous savez que le cellulaire est rempli d'applications incroyables. Il y en a qui sont destinées à l'entreprise. Entre autres, j'ai des entreprises clientes qui utilisent une application sur les cellulaires comme un punch ou pour gérer les feuilles de temps des employés. Les employés adorent ça. Ils ont de toute façon leur cellulaire à tous les jours dans leurs mains. Fait que ça simplifie la tâche. Un des derniers ou avant-derniers éléments de pratique essentielle, c'est l'élément de communication. Vous savez, la communication, ça passe dans
c'est une pratique essentielle. Tout passe par la communication. Donc, vous devez communiquer votre marque employeur, vous devez communiquer tous les atouts d'attractivité que vous avez définis, que vous avez mis en place dans votre entreprise. Vous devez communiquer auprès de vos employés actuels, auprès de vos clients, et il y a une variété d'outils. Hein. Vous savez qu'on est à l'ère des communications. Il y a une variété d'outils. Il faut cibler le bon outil de communication et c'est bien aussi d'y dédier des ressources. C'est pas obligé d'embaucher quelqu'un nécessairement en communication, mais que ce soit le propriétaire de l'entreprise ou un employé clé dans l'entreprise qui aime et pour qui la communication est stimulante, de dédier des heures à la communication dans votre entreprise. Ça va être utile à tous les niveaux, autant au niveau des ressources humaines que des ventes, que de l'image de l'entreprise. C'est un bon investissement. Et je pense que c'est la dernière pratique essentielle, c'est de démontrer de la flexibilité. Donc, tu sais, d'être ouvert à des suggestions, à des bonifications, que ce soit au niveau des horaires de travail, que ce soit au niveau des conditions de travail, de la façon dont l'organisation du travail est faite. Donc, démontrer de la flexibilité, de l'ouverture et de la reconnaissance. J'ai des employeurs qui me disaient, oui, mais comment je fais pour faire des marques de reconnaissance? Eh bien, ça peut être très simple, mais répétitif. Ça peut être des petits gestes à tous les jours ou ça peut être des rituels que vous implantez pour souligner, féliciter des décisions qui ont été prises ou des réalisations de vos employés. Là, je vais vous apporter des facteurs d'attractivité et de rétention que vous pouvez implanter dans votre entreprise. Un des premiers, quand on définissait les millénarios, un des premières caractéristiques, c'est qu'ils souhaitaient avoir une organisation où mon travail a du sens. Alors, ils recherchent un travail qui a un impact, comme je vous disais, mais il faut leur donner l'impression qu'ils font la différence, que leur travail amène ou ajoute quelque chose dans la vie de leurs clients. Donc, il faut voir ce côté-là attractif. Par contre, pour leur donner un sens, ça demande aux propriétaires d'entreprise d'être plus présents auprès des employés. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre visite régulière, aller voir comment ils vont, comment avancent leurs dossiers. La présence du patron ajoute un sens à leur travail. Et le fait aussi que l'entreprise peut s'engager socialement en tant qu'employeur, soit dans des causes ou dans des organismes ou dans leur collectivité, ça permet aux employés de vraiment créer un sens à leur travail. Ils ont besoin d'une organisation qui me permet de relever des défis à la hauteur de mes compétences. Alors, ils ont besoin de challenge. Donc, en majorité, hein, bien sûr, on parle d'une personne moyenne, un millénario moyen. Ça se peut que vous ayez des candidats que le challenge, eux autres, il y a une variété. Il faut juste voir, vous, selon votre cible de candidats potentiels, qu'est-ce que vous recherchez. La plupart d'entre eux, selon les études, ont besoin de démontrer leurs compétences. Donc, ont besoin d'être mis au défi pour pouvoir démontrer à quel point ils sont capables de relever ces défis-là. Il faut laisser, ça demande aux propriétaires d'entreprise, ça demande de laisser la chance aux coureurs. Il faut leur faire confiance, il faut leur laisser le temps de faire leurs preuves. Et l'aspect évaluation annuelle est super important, pas nécessairement pour questionner ou jouer à la police. Au contraire, c'est que ça leur permet, eux aussi, de s'évaluer dans la progression, de faire leur propre évaluation dans leur efficacité au sein d'une équipe, de faire une rétrospection. Puis, c'est l'occasion pour vous d'aborder des discussions sur les opportunités qui pourraient être intéressés de relever ou de profiter dans les prochaines années. Donc, il ne faut pas avoir peur de planifier régulièrement des séances d'évaluation ou de feedback, là, ça peut être nommé comme ça, pour vraiment tâter le pouls des employés. La conciliation vie professionnelle et vie personnelle familiale, c'est sûr que c'est un élément qui revient beaucoup dans les dernières années. Ces gens-là, c'est important pour eux parce qu'ils veulent
conjuguer ces deux éléments-là importants de leur vie. Donc, ça demande de la part des patrons, bien sûr, de la flexibilité. Et faut pas tout penser que ça retombe sur le dos, les épaules du patron, hein. Ça peut être vraiment un travail d'équipe qui est élaboré avec les autres employés pour une collaboration, comme j'indique, pour vraiment trouver des plans B. Par exemple, il y a une journée que, bon, la personne doit s'absenter pour cause familiale, ben, d'avoir une équipe mobilisée envers ce facteur-là de conciliation, ben, on peut rapidement trouver des plans B. Puis ça l'amène aussi l'équipe à développer leur polyvalence entre les postes. Ça ne retombe pas une tâche ou une responsabilité retombe pas sur les épaules d'une personne. De développer cette collaboration dans l'équipe amène cette conciliation-là plus facile à implanter. Puis en plus, ça leur amène à développer leurs compétences à l'interne. La possibilité d'obtenir de l'avancement. Bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui aiment avoir des défis, des challenges, mais aussi de voir en avant et de voir bien, quelles pourraient être les possibilités de gravir dans les échelons de l'entreprise ou en tout cas au niveau des responsabilités. Ils veulent avoir un but à atteindre et ils veulent avoir l'impression de grandir au sein de l'entreprise. C'est un facteur de rétention important pour eux. Mais on peut pas, vous savez, chacun est différent. Hein? Nous, on n'est pas une grosse équipe et je vis exactement la même chose que vous en entreprise privée. Il faut vraiment s'intéresser à leurs aspirations personnelles parce qu'un objectif ou un avancement pour une personne ne sera pas le même pour l'autre personne. Donc, c'est à travers un exercice d'évaluation qu'on peut aller chercher ces informations-là et ouvrir cette discussion-là avec eux. Le salaire revient toujours, évidemment, c'est important. Il faut se doter d'échelles salariales, de les communiquer, ces échelles-là. Il faut surtout s'assurer d'une équité. Une équité au niveau des autres entreprises dans votre secteur d'activité. Si vous n'offrez pas le même salaire, est-ce que vous avez autre chose à offrir? Il faut vraiment assurer aussi une équité à l'interne entre les différents postes de votre entreprise et il faut s'adapter aux fluctuations du marché. Comme vous le savez, l'indice de consommation, des prix à la consommation augmente beaucoup. Bien, c'est un élément essentiel pour attirer et retenir, c'est de savoir que vous vous adaptez aussi aux fluctuations du marché parce que sinon, les employés peuvent perdre un pouvoir d'achat. Ils cherchent des organisations qui valorisent la collaboration et la coopération entre les employés. Donc, souvent, c'est des gens qui aiment travailler en équipe, qui sentent qu'ils forment une équipe forte ou qui peuvent échanger, apprendre, collaborer entre eux. Et la collaboration demande l'aspect qui revient, encore une fois, c'est beaucoup de communication, une facilité à communiquer entre eux. Donc, c'est pas des silos qu'il faut instaurer, c'est vraiment un management participatif. Il faut leur permettre de pouvoir échanger, brainstormer, construire ensemble autour d'une œuvre commune. Donc, la coopération, c'est ça, hein, c'est quand tout le monde a l'impression qu'il peut participer à la construction d'un but ou d'un objectif commun. La possibilité de bénéficier d'un horaire de travail flexible. Je sais que ça peut être pas évident pour certains secteurs d'activité, mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que souvent, les jeunes, pour avoir un peu plus de flexibilité puis d'autonomie, on va le voir, l'autonomie va arriver bientôt, c'est donne-moi un nombre d'heures par semaine puis un objectif ou des responsabilités précises, puis fais-moi confiance, je vais les réaliser. Fait qu'ils veulent pouvoir être en mesure de pouvoir vraiment fixer leur horaire hebdomadaire de façon autonome. S'ils veulent commencer à 6 heures du matin ou finir à 10 heures du soir, ça leur appartient. C'est sûr qu'il y a des postes qui demandent d'être sur place à tel endroit ou à telle machine. Par contre, vous pouvez les mettre en équipe puis voir que leur objectif, c'est d'avoir quelqu'un toujours sur place dans leur équipe. Et ils peuvent à ce moment-là planifier leur horaire ensemble. Il faut leur définir finalement un carré de sable dans lequel ils peuvent jouer et des objectifs bien précis. Après ça, ils vont
vous allez démontrer beaucoup de flexibilité, puis ils vont organiser leurs horaires en conséquence. Une sécurité d'emploi, ben ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde. C'est le fait de ne pas s'inquiéter que la semaine prochaine, mon contrat se termine puis j'ai rien devant moi ou qu'il n'y aura plus de travail. Donc, d'offrir une sécurité d'emploi à moyen long terme, ça les sécurise et ça les engage davantage dans votre entreprise. Une organisation où l'ambiance est agréable et l'environnement est beau et moderne. C'est des données qui ont ressorti. L'ambiance, c'est essentiel. Hein? C'est ce qui crée le sentiment d'appartenance, c'est ce qui crée le plaisir ou le bonheur au travail. C'est d'avoir une ambiance légère et ça part du patron. Hein? Si le patron est tendu, stressé, puis le bonjour le matin, il est vite passé, ça donne pas le ton. Donc, essayez d'être disponible, de bonne humeur pour créer cette ambiance-là, qu'ils puissent le partager. Un environnement beau et moderne, je vous dirais, des fois, il y a certains employeurs qui me disent, c'est pas nécessaire. Moi, je suis un garage, puis je fais de la mécanique, c'est sale, puis c'est tout à l'envers, ça me dérange pas. Mais pour vos employés, ça peut être une source de fierté. Donc, je trouve que c'est un bon investissement que vous pouvez faire que d'investir dans un milieu de travail, dans un environnement de travail qui est à jour, qui est beau, qui est moderne, parce que ça va ressortir la fierté de vos employés, puis ça va faire donner une belle image de votre entreprise auprès de vos clients. Donc, c'est un investissement sur toute la ligne qui est profitable. Et d'avoir du plaisir au travail. Le plaisir au travail, ça peut se décliner sur il peut y avoir plein d'idées pour le faire, mais c'est juste de permettre l'occasion à vos employés, à votre équipe, d'avoir du plaisir ensemble. Ça peut être une petite activité que vous faites une journée ou deux par année, ou d'avoir des petites surprises, des petits clins d'œil. Rien, c'est pas obligé d'être compliqué, mais qui suscite le plaisir et l'ambiance agréable. Une gamme complète d'avantages sociaux. Alors, je sais que ça peut pas être, c'est pas toujours évident pour des petites entreprises, mais sachez qu'il existe des organisations qui militent et qui vont vous chercher à vous, les petites entreprises, des conditions et des avantages sociaux que vous pouvez après offrir à vos employés. Je nomme entre autres la FCEI qui offre, qui travaille à vraiment à regrouper les intérêts des entreprises et aller vous chercher des assurances, des fonds de pension. Au niveau du commerce de détail aussi, il y a des organismes sectoriels qui peuvent vous aider. Il y a les chambres de commerce aussi qui négocient pour vous. Je vois que Louis est là. Et ou tout autre regroupement de votre secteur d'activité, allez voir, allez consulter ce qui existe parce qu'il y a toujours des ressources pour bonifier votre gamme d'avantages sociaux. La fonction que vous allez leur donner au sein de votre entreprise est aussi important. Le rôle que vous allez déterminer pour les millénarios vont être importants. Le plus important, c'est de leur faire confiance et de leur donner de l'autonomie. Donc, leur donner la chance de faire leurs preuves. Donc, un peu moins de règles, puis davantage de principes et de valeurs, puis une définition claire des objectifs à atteindre. Puis, ils vont être très à l'aise pour naviguer là-dedans, mais il faut qu'il y ait une fonction qui leur permette de grandir, de collaborer et d'aller plus loin, hein, de prouver un peu de quoi ils sont capables. Le nombre de semaines de vacances, c'est aussi important, c'est un facteur de rétention et d'attractivité. Souvent, ça nous demande de penser en dehors de la boîte. Est-ce que c'est obligé d'être toujours les semaines de la construction ou le mois de juillet? Est-ce qu'il y a des semaines dans votre entreprise qui sont plus, où les périodes sont moins achalandées? Est-ce que vous pouvez offrir des semaines supplémentaires à certains moments de l'année? Pour vraiment aller vers les intérêts de chacun des employés. Ils ont des intérêts par rapport aux vacances différentes. Donc, allez tâter le pouls de chacun d'entre eux pour savoir qu'est-ce qui, pour eux, est important au niveau des vacances. L'opportunité de s'impliquer dans les décisions. Donc, quand je vous parlais de management participatif, c'est de gérer, mais d'ouvrir à l'équipe la possibilité de s'impliquer ou de prendre certaines décisions. Ça resserre les liens,
la mobilisation des employés, ça leur donne une belle preuve d'autonomie, une belle preuve de confiance, mais ça demande de l'ouverture d'esprit, j'en conviens, mais c'est payant par la suite. Donc, les faire participer à la prise de décision. La responsabilité sociale de l'entreprise envers sa communauté est un élément très important pour eux. C'est une source de fierté quand ils savent que leur entreprise va participer à telle activité ou événement de la communauté parce que vous savez, et vous êtes conscient de l'impact que vous avez comme entreprise dans votre communauté. Vous fournissez des emplois à un certain nombre d'employés, mais vous pouvez aller encore plus loin en vous impliquant dans des activités sportives auprès des jeunes, de l'école primaire de votre village et ça vous apporte une belle visibilité comme entreprise et comme employeur dans votre milieu. Votre image et votre réputation est analysée par les millénarios. Ils en voient beaucoup, ils en voient d'autres. Donc, vous devez soigner cette image-là, cette réputation-là. Ça va à partir de votre site web, dans vos médias sociaux ou les autres types de médias. Vous pouvez soigner cette image-là. Puis c'est important de ne pas le faire n'importe comment. C'est important de le planifier stratégiquement. Si vous cherchez un type d'employé, bien, réfléchissez à quelle stratégie, quelle image vous voulez donner, puis dans quels médias sociaux vous allez intervenir. Parce que quand on essaie de tout faire, c'est comme si on ne faisait rien. Donc, de vraiment cibler, choisir quel outil vous allez utiliser pour vraiment communiquer votre image, autant parce qu'elle est communiquée autant auprès de vos clients que de vos employés. Fait que j'ai terminé pour les bonnes pratiques. Là, je vois le temps passer, je m'excuse Pierre-Évan, mais je lirai pas les prochaines acétates, mais juste vous dire que dans le document, vous avez aussi les facteurs d'attractivité envers une région. Pourquoi ils viendraient plus en Outaouais ou dans la MRC Papineau, plus qu'en Estrie ou en Gaspésie? Et ça, vous avez, là, c'est vraiment, ça émane de l'étude de Place aux jeunes ils ont vraiment tâté le pouls de 300 jeunes millénarios. Puis vous voyez là que c'est sûr que la beauté des paysages, c'est un aspect d'attractivité. Par contre, pas mal toutes les régions ont des beaux attraits naturels, paysagers. Les logements, la facilité d'en trouver un logement qui nous plaît, les installations sportives, plein air, mais ça, je sais que c'est pas nécessairement du ressort des employeurs, c'est du ressort un peu d'un groupe, de la concertation des municipalités, des MRC, des SADC, de travailler ça en collectif. Mais sachez qu'il y a beaucoup aussi d'aspects qui sont reliés à la région qui peut jouer dans la balance. À retenir, donc je m'en vais en conclusion. Il faut écouter leurs idées. Donc, je conclus, là, je répète un peu, écouter, être accessible, donner de la rétroaction. Ça, c'est des éléments essentiels. Il faut leur faire confiance, leur donner de l'autonomie et des responsabilités graduelles pour qu'ils puissent grandir et se développer au sein de votre entreprise. Puis, contrairement à ce que l'on peut croire, on a l'impression que les millénarios, c'est des gâtés, là, des jeunes gâtés, mais non. S'ils sont engagés vers votre entreprise, ils vont donner beaucoup plus de temps à votre entreprise que la plupart des autres types de travailleurs. Donc, si on réussit à les engager, à les attirer et à les retenir, ils vont s'investir à 100%. Ça demande par contre une flexibilité dans leurs horaires de travail. Ça, c'est vraiment un plus. Et pour maximiser leur contribution, il faut leur proposer des défis, favoriser la prise d'initiative parce que c'est des futurs entrepreneurs. On le sait, ils ont le goût d'entreprendre des chantiers. Par contre, ça demande un suivi régulier de l'avancement des dossiers. Puis ça, ils vont apprécier qu'on puisse donner un coup d'œil à toutes les semaines, à comment ça avance, juste de leur donner un peu, démontrer de l'intérêt envers leur travail est hyper important. Et de la reconnaissance, une bonne tape dans le dos régulier ou un beau merci ou un petit clin d'œil là avec un petit remerciement, un petit cadeau, je ne sais pas un cadeau, mais moi, souvent, c'est des activités que j'organise en groupe. Donc, il faut axer leur travail sur les résultats et leur laisser la
l'attitude de l'exécution parce qu'ils sont souvent, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, ils savent comment ils vont le faire. Je vais passer rapidement. Quand on les a attirés, comment on fait pour les retenir? Je voulais vous parler, parce que c'est essentiel pour moi, l'intégration au travail. Donc, OK, on a embauché, on a trouvé la bonne personne, on l'embauche lundi matin, il rentre au travail. Bien, on ne peut pas le laisser rentrer tout seul. Il faut vraiment planifier une introduction, une intégration au travail. Ça va jouer beaucoup dans la balance s'ils vont rester à long terme. Donc, demandez la collaboration de toute l'équipe, des employés, jumelez-les entre eux, encadrez-les beaucoup les premières semaines. Permettez l'apprentissage par expérimentation. Puis, on ne veut pas des formations pendant une semaine à temps plein. On veut des formations petites, courtes et pointues avec un jumelage d'un collègue puis un apprentissage. Planifiez-les sur au moins 6 mois minimum l'intégration de ce nouvel employé-là. L'organisation du travail, on en a parlé. Avoir une hiérarchie allégée. Ils sont moins dans, comme à l'époque, là, le big patron, président, vice-président. On est tous sur la même longueur d'onde, on travaille tous pour le même objectif, puis on a chacun nos rôles, on collabore. Ayez recours à les technologies, bien sûr, la mobilisation, d'avoir un bon climat de travail, de l'équité, des défis, la reconnaissance, on en a parlé. Conclusion. On a l'impression que ces employés-là, les millénarios, sont moins fidèles, hein, quand ça ne fait plus leur affaire, puis ils s'en vont, puis c'est terminé. Puis qui sont plus difficiles à approcher, hein, parce qu'ils ont du choix. Ils peuvent choisir, ces millénarios-là. Mais ça doit faire partie d'une prise de conscience de la part des entreprises où ils doivent adapter leur approche. Ils doivent changer leur approche traditionnelle comme on a toujours fait pour développer des offres d'emploi plus attractives, mettre en valeur les atouts, faire une offre à des employés. Et donc, lorsqu'on a pris on a eu cette prise de conscience-là, on doit faire évoluer nos méthodes de ressources humaines en fonction du profil. Quand je vous parlais de cible, c'est quel profil de candidat vous recherchez. Il faut vraiment s'allier à leurs habitudes de consommation et à leurs habitudes de communication. Et voilà, j'ai terminé.